Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, coopération bilatérale. La Tunisie et la Russie conviennent de développer leur coopération dans tous les domaines, notamment l'agriculture. Le partenaire russe s'est dit disposé à fournir davantage de céréales à la Tunisie, qui fait actuellement face à des pénuries régulières de farine. Subvention de 50% des tarifs de transport au Nigeria pour les fêtes de fin d'année. 22 lignes interétatiques sont concernées. On en parle dans la suite de cette édition. Et puis, écotourisme et art, découverte au Bénin de l'exposition naturelle organisée par l'Institut français et le centre culturel d'Abomey, au cœur de la forêt de Paou, dans la commune de Ouida. Allez à la découverte des œuvres d'art réalisées par une vingtaine d'artistes. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, Tidiane Thiam devient le 3e président élu de l'histoire du PDCI. Plus de 6000 congressistes étaient appelés à choisir ce vendredi 22 décembre le nouveau président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, fondé en 1946 par les anciens chefs d'État Félix Houphouët-Boigny et Henri Konan Bédié. L'ancien patron du Crédit Suisse a été plébiscité ce vendredi à Yamoussoukro lors du congrès de la principale formation de l'opposition avec 96,5% des voix récoltées contre 3,2% des voix pour son adversaire, le maire de la commune abidjanaise de Cocody, Jean-Marc Yassé. Tidiane Thiam prend ainsi la tête du PDCI avec la présidentielle de 2025 en ligne de mire. Également dans l'actualité politique, les élections en République démocratique du Congo. Ce vendredi, la Commission électorale nationale indépendante a commencé à dévoiler les premières tendances du scrutin qui a débuté le 20 décembre dans le pays. La CENI a notamment installé un grand centre éphémère de publication des résultats dénommé Bossolo dans la capitale Kinshasa. C'est dans ce centre que les scores des 182 circonscriptions du pays, moins celles de Rutshuru, Massissi et Kwamouth, où le vote n'a pas été possible à cause de l'insécurité, seront dévoilés. Transparence et impartialité, c'est l'objectif derrière cette initiative qui vise à renforcer la confiance des populations dans l'organisation de ces élections présidentielles, législatives, provinciales et communales partielles. Après 4 ans de sécheresse, la Tunisie va devoir importer la totalité de ses besoins en blé dur, blé tendre et orge jusqu'au printemps 2024. Problématique cruciale à laquelle son partenaire russe se dit disposé à apporter une solution. Les deux pays ont convenu d'une coopération dans tous les domaines lors de la visite ce 21 décembre du ministre russe des Affaires étrangères en Tunisie. Sergueï Lavrov s'est notamment entretenu avec le président tunisien Kais Saied au sujet de la pénurie de farine. Il a annoncé que son pays était prêt à fournir davantage de céréales à la Tunisie. Plus de détails dans ce sujet de Marine Tolo. Le président tunisien Kais Saied a reçu le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, en visite officielle de 2 jours. Le ministre des Affaires étrangères tunisien Nabil Amar et son homologue russe ont pris des engagements pour renforcer les liens solides entre leurs deux États dans les céréales, l'agriculture, l'énergie, la santé, l'enseignement supérieur, la culture, les nouvelles technologies, les échanges commerciaux et l'espace. Enjoying excellent relations with Russia at all different eras. Jouissant d'excellents rapports bilatéraux avec la Russie dans de nombreux aspects différents de notre histoire, dont nous sommes d'ailleurs fiers, nous souhaitons consolider cette coopération et développer nos rapports dans de divers autres volets. Nous pensons que cette rencontre a un grand symbolisme politique et précisément dans notre monde turbulent actuel. Particularly in our very turbulent world today. Faisant face à une dette qui vaut près de 80% de son PIB en plus d'une faible croissance, la Tunisie, selon des experts en marché international, manque de liquidités pour financer ses importations, dont celles ayant trait aux céréales. La Tunisie a imposé en moyenne, sur la période 2018-2021, 93% de sa consommation de blé tendre, 67% de ses besoins d'orge et 40% de blé dur. Plus de la moitié des importations de céréales de la Tunisie dépendent de la Russie. To develop our
Nous souhaitons développer nos rapports avec tous nos partenaires, parmi lesquels la Russie est comptée comme favori. J'ai d'ailleurs vu d'énormes progrès dans nos différentes coopérations antérieures. En outre, le ministre russe des Affaires étrangères a évoqué les perspectives prometteuses en matière de coopération dans la santé publique entre les deux pays, rappelant que la Tunisie a été l'un des premiers pays au monde à utiliser le vaccin russe anti-Covid Sputnik V. Notons que, depuis les années 1960 et 1970, que la Tunisie et la Russie entretiennent des relations dans les secteurs de l'économie, du commerce, de la culture et des sciences. Sergueï Lavrov qui s'est déplacé en Afrique du Nord dans le cadre du 6e forum de coopération Russie-Monde arabe organisé à Marrakech le 20 décembre. Au Maroc, la question épineuse de la guerre à Gaza qui accroît les tensions entre le Maroc et Israël a notamment été abordée. Le ministre des Affaires étrangères russe a déploré une, je cite, escalade sans précédent de la violence au Proche-Orient. Il s'est enjoint au gouvernement marocain qui dénonce une guerre d'agression contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et rejette toute justification de celle-ci. Le point avec Catherine Gombe. D'après un récent rapport de l'ONU, plus d'un demi-million de personnes à Gaza, soit un quart de la population, meurt de faim en raison du manque d'acheminement de nourriture dans le territoire depuis la réponse d'Israël à l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Dans ce contexte de crise sécuritaire, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, s'exprimant au Maroc à l'occasion du 6e forum de coopération Russie-Monde arabe organisé à Marrakech le 20 décembre 2023, a déploré l'escalade sans précédent de la violence au Proche-Orient où le nombre de morts et de blessés se compte en dizaines de milliers pour la plupart, des femmes et des enfants. Il a dans la foulée appelé à une solidarité collective pour résoudre les problèmes du Proche-Orient. Le problème palestinien était au centre de notre attention, ainsi que l'agression contre le secteur du gaz. Nous sommes parvenus à un accord commun sur la nécessité d'arrêter le feu, de garantir la sécurité de la population civile, de fournir l'aide humanitaire la plus rapide à la population civile et bien sûr de lancer un processus politique pour résoudre la crise. En octobre 2023 déjà, le royaume chérifien condamnait les attaques survenues à Gaza le 17 octobre 2023, rejoignant ainsi l'avis de nombreux pays de la région, dont les Émirats arabes unis, l'Égypte, l'Arabie saoudite, la Jordanie, le Qatar, le Koweït et le sultanat d'Oman, l'Irak et l'Algérie. Cette prise de position a été suivie par la convocation dans la foulée des ministres des Affaires étrangères arabes pour une réunion d'urgence au sein du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel. Nos réunions se tiennent dans des conditions d'escalade des violences sans précédent au Proche-Orient, dans des conditions de turbulences persistantes dans le reste du monde, avec des défis de plus en plus complexes à relever, des menaces qui requièrent une approche collective pour résoudre les problèmes et renforcer la paix. Le Maroc a toujours été clair quant à son soutien indéfectible à la cause palestinienne, ayant toutefois repris ses relations diplomatiques avec Israël en 2020 à la suite des accords d'Abraham. Le royaume opte pour une approche pragmatique et progressive. Au Nigeria, le président Bola Tinubu a récemment autorisé une réduction de 50% des coûts de transport sur les voyages interétatiques sur 22 lignes de transport routier afin de répondre aux préoccupations des populations liées à la hausse des tarifs de transport. Selon le ministre du Développement Dele Alake, cette réduction des tarifs a été obtenue suite à un accord passé entre le gouvernement fédéral et de grandes sociétés de transport telles que Area Motor ou encore Chisco Transport. Catherine Gombe nous en dit plus. Alléger la pression financière des déplacements de fin d'année, c'est l'engagement pris par le gouvernement nigérian en mettant en place des mesures pour réduire les coûts du transport. L'annonce faite le 20 décembre 2023 comprend des trajets en train gratuits et une réduction de 50% des tarifs des bus publics à travers le pays. La décision intervient à un moment où l'inflation continue de grimper. En effet, selon l'Institut de recherche World Poverty Clock, 91 millions de personnes, soit un peu moins de la moitié de la population, vivent avec moins de $2 par jour. Les tarifs réduits entre
entre les États et les trajets en train gratuits qui devraient être en rigueur du 21 décembre 2023 au 4 janvier 2024 font partie d'un effort de collaboration avec les entreprises exploitant des bus de luxe suivant des itinéraires à l'échelle nationale. In the spirit of Christmas and the end of year festivities, dans l'esprit de Noël et des festivités de fin d'année, le président Bola Tinubu, dans une nouvelle démonstration d'amour pour les Nigérians, a approuvé que le gouvernement fédéral intervienne pour réduire le coût de transport afin de permettre à nos compatriotes qui veulent voyager pour visiter leur ville natale de le faire sans inquiétude et sans le fardeau supplémentaire imposé par le coût élevé du transport. and hometowns to do so without stress and the extra burden imposed by the high cost of transport around this period. En janvier 2023, le National Bureau of Statistics publiait un rapport intitulé Transport Fare Watch, dans lequel il signalait que les tarifs moyens payés par les nafteurs pour les trajets en bus avaient augmenté de 0,94% sur un mois à l'autre, passant de 644,66 naira en décembre 2022 à 650,70 naira en janvier 2023. Ainsi, les Nigérians désireux de voyager peuvent emprunter les transports publics avec une réduction de 50% par rapport au coût actuel et tous nos services ferroviaires sur les routes que nos trains desservent actuellement à un coût nul, même pour un voyage aller-retour pendant cette période de vacances. Première puissance économique du continent, le Nigeria est un pays riche en pétrole et en gaz. Mais la crise sanitaire a entraîné une baisse de la demande mondiale d'or noir, provoquant un effondrement des cours. L'économie fragilisée, le gouvernement cherche aujourd'hui à diversifier son offre de transport en se tournant vers des véhicules alimentés par des énergies renouvelables. 2023 aura été une année chargée sur le plan politique au Bénin, notamment avec le renouvellement des députés à l'Assemblée nationale. L'installation de la 9e législature du Parlement béninois a permis au pays de renouer avec la présence de l'opposition au sein de l'hémicycle. Retour sur les faits politiques marquants de l'année 2023 au Bénin. Reportage signé Leftiono. À la suite d'un processus enclenché en fin de l'année 2022, l'année 2023 aura été une année électorale au Bénin, marquée par les législatives du 8 janvier 2023. Elle a consacré l'entrée au Parlement de 28 députés du parti d'opposition Les Démocrates de l'ex-président Thomas Boni Yayi. Les deux blocs politiques épaulés par le président Patrice Talon se sont partagés 81 sièges sur les 109 que compte l'Assemblée nationale, 53 députés pour l'Union progressiste Le Renouveau UPR et 28 pour le bloc républicain BR. L'avènement de l'opposition au Parlement a enclenché une nouvelle ère de contrôle de l'action gouvernementale à travers des questions orales adressées au gouvernement. Après avoir été élu président du parti d'opposition Les Démocrates, au thème du premier congrès ordinaire du parti LD, Thomas Boni Yayi a saisi le 10 novembre 2023 les instances internationales aux fins d'un audit du cadre institutionnel du Bénin avant la tenue des élections générales de 2026, la décrispation politique et la transparence dans l'organisation des dites élections générales. Lundi 27 novembre 2023, il a été reçu par le chef de l'État Patrice Talon, accompagné d'une délégation de son parti. Nous avons introduit une proposition de loi d'amnistie et notre souhait en venant vous voir aujourd'hui, c'est d'évoquer la question pour que vous puissiez nous accompagner afin que nous puissions réaliser cet objectif-là. Au thème des échanges, le seul point d'accord a été l'audit du fichier électoral. La représentation de l'opposition dans les instances organisationnelles et décisionnelles des élections, dont le Conseil électoral et la Sénat, tout comme la libération des détenus politiques dont l'ex-ministre Rekia Madougou et le constitutionnaliste Joël Aïvo, ainsi que le retour des exilés politiques n'ont pas prospéré. C'est même pas bien de parler d'amnistie, c'est pas bien. Si jamais les acteurs politiques ne doivent pas rendre compte de ce qu'ils ont fait, c'est pas bien. Nous ne laissons pas pour notre pays, pour les générations à venir, un code. Il faut laisser un code pour dire que ça, là, ça se punit. Ça ne se pardonne pas. Ça ne s'amnistie pas. À la suite des échanges entre le président Patrice Talon et le principal parti d'opposition Les Démocrates, le budget général de l'État pour l'exercice 2024, d'un montant global d'environ 3200 milliards, a été adopté le 8 décembre au Parlement par 82 voix pour et 27 voix contre provenant de l'opposition.
On reste au Bénin, où la forêt de Paou, dans la commune de Ouida, abrite depuis peu une exposition d'artistes plasticiens. Via l'exposition collective intitulée Naturel, les artistes veulent mettre en avant le lien intrinsèque entre la nature et l'art, une manière de contribuer à la préservation de l'environnement. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Leftion. Des artistes actifs sur la scène contemporaine investissent la forêt classée de Paou dans la commune de Ouida pour une exposition collective dénommée Naturel. L'artiste plasticien Dominique Singpe et ses pairs sortent des lieux standards d'exposition et mettent leur création artistique dans le milieu originel que constitue la forêt. Cette pépinière créative est un hommage à la nature, la généreuse nature à travers laquelle ces artistes obtiennent leur source d'inspiration et les matériaux de production artistique. Cette exposition collective dans une forêt du Bénin vise à conscientiser la population sur les bonnes pratiques de la préservation de l'environnement. J'implore tout le monde d'abord de venir voir. Et donc, si j'essaie de peindre la forêt dans laquelle je suis, alors, cette forêt, est-ce qu'elle est vivante ou elle est morte? L'art vit au jour le jour. Et cet art-là, on partage avec nos populations simples, nos cousins, nos cousines, des gens simples qui découvrent l'art dans ces lieux ainsi faits. Ces artistes ont installé leurs ateliers et travaillent sur différents médiums dans cet espace vert, au son des cris d'oiseaux qui résonnent dans la forêt classée de Paou, qui s'étend sur près de 765 hectares. L'artiste plasticien Genia Orini se fait remarquer par sa série de 6 œuvres dénommée La Cité, réalisée à base d'allumettes. Parmi ses créations, il a conçu un masque avec plus de 6 millions d'allumettes alignées. On est en train de détruire le monde nous-mêmes par le feu de nos machines, le feu de nos usines. On doit tout faire pour pouvoir protéger notre cité. Moi, j'ai présenté les 4 éléments. Les 4 éléments qui sont liés à la nature. Les 4 éléments, c'est l'eau, l'air, la terre et le feu. Donc, je les ai présentés et c'est lié à nos divinités vaudounes ici. Dominique Singpe et ses pairs entendent reproduire ces installations artistiques de l'exposition Naturelle sur la cité lacustre de Ganvier, la Venise de l'Afrique. Une plateforme éducative populaire est mise en œuvre pour initier les scolaires à l'art contemporain dans la forêt classée de Paou. Naturelle est ouverte jusqu'au 17 janvier 2024 avec le vernissage qui est prévu pour le 5 janvier 2024. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.